Je reçois aujourd'hui un homme passionné et passionnant. Expert du domaine œnologique, c'est un homme qui dit tout haut ce qu'il pense tout bas. Antoine Gruau, œnologue et commercial pour les laboratoires du Jardin Salleron. Les laboratoires du Jardin Salleron, c'est le spécialiste des solutions analytiques œnologiques qui accompagne les professionnels du vin depuis plus de 100 ans. Un vrai leader en la matière. Avec Antoine, on va aborder différents sujets. Même si le secteur viticole traverse une crise sans précédent, pour Antoine, il y a des possibilités et il y a des opportunités à trouver. Avec lui, on abordera donc deux axes stratégiques. Un, la diversification des activités, voire des produits. Et deux, l'internalisation des analyses. Donc, Antoine, bonjour. Bonjour. Merci Antoine de me rejoindre, d'avoir joué le jeu, de me rejoindre sur le plateau de Vigno 20 TV. Ma première question, avant de rentrer dans le détail de ce que je viens de présenter, selon toi, je voudrais faire un global sur le marché. Quelles pratiques œnologiques innovantes peuvent venir contrer les effets du changement climatique? Je te remercie pour cette question, Alain, et puis je te remercie aussi pour l'invitation. C'est très agréable de participer. Et je vais commencer déjà sur un premier sujet, c'est la maturité des raisins. Je croise trop de structures où en fait on laisse le hasard définir sa date de récolte. Tout démarre par là. Définir la maturité de ces raisins, c'est essentiel. Voilà. Et donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est forcément derrière, on va choisir le matériel végétal adapté. Les décrets d'appellation, ils ont 50 ans et plus. On sera d'accord là-dessus. Le climat a changé sur les 50 dernières années. Ce qui était adapté il y a 50 ans, aujourd'hui ne l'est plus. Ou moins adapté. Ça, c'est la deuxième chose. Le troisième point, puisque finalement, pour avoir un trépied qui tienne debout, on va avoir un troisième point, eh bien, c'est le choix des pratiques œnologiques. Ça fait aussi un bond en avant sur les 40 dernières années. Tu as entendu parler de la désalcoolisation, certainement. On va peut-être en parler sur le temps d'échange, mais voilà. Il y a la désalcoolisation, il y a les techniques membranaires, et puis il y a le métier d'énologue. J'en parle parce qu'effectivement, je prêche pour ma paroisse, mais le métier d'énologue a besoin aussi de se réinventer. Voilà. Et le métier d'énologue, c'est vraiment la science du vin. Voilà. Et j'insiste là-dessus, c'est le spécialiste, l'énologue, pour bien suivre la qualité des vins. Alors, je sais que tu veux parler de diversification. On va commencer par diversification des cultures. On a eu pendant des années, jusqu'à dans les années 50, une PAC qui nous a mené à faire plutôt de la monoculture. Donc aujourd'hui, je sais que tu es un défenseur de retour vers une forme de polyculture. Tu peux nous en dire plus? Ben oui, parce qu'en fait, alors moi je suis petit-fils d'agriculteur, donc forcément ça me parle tout ça. Mais je vais plutôt venir sur une anecdote. Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de visiter une structure où on était sur Châteauroux. Alors vous serez d'accord avec moi, sur Châteauroux, pour trouver de la vigne, il faut déjà se lever de bonne heure. Alors plus précisément, on était sur Issoudun. Eh bien, la personne avait des céréales, notamment de l'orge, une centaine d'hectares, 9 hectares de vignes, qu'il vendait directement à la propriété son vin. Et puis, il s'est dit, ok, quand je suis agriculteur, je suis météo-dépendant. Et pour ne pas être météo-dépendant, je vais assurer le coup en ayant une troisième source de revenus avec effectivement une nouvelle production. Je vais brasser mon orge maltais, voilà, je vais travailler avec la malterie sur Issoudun, et puis je vais en produire du whisky. Et là, on est vraiment dans une stratégie de valorisation. On en reviendra sur la valorisation, notamment sur la désalcoolisation. Quel défi aujourd'hui rencontre dans la mise en œuvre de la diversification, je dirais notamment en termes de savoir-faire, d'acceptabilité des produits, de nouveaux produits que pourraient sortir face aux consommateurs? En fait, moi je serais tenté de dire, et je vais peut-être choquer les gens avec ce que je vais dire là, mais je le dis quand même. Je le disais. Parce que j'entends trop souvent je fais le vin que j'aime. Très bien, mais si tes clients ne l'aiment pas, tu seras le seul à le boire. Donc, avant toute chose, c'est quand je suis vigneron aujourd'hui, il faut que j'accepte aussi le fait que je rentre dans un marché global, et donc je vais devoir faire une étude de marché, voir à quelle cible je dois m'adresser, et puis regarder là où il y a un potentiel d'affaires, parce que on a besoin de se réinventer. Tu parlais de crise en introduction. Moi, j'aime bien ce mot-là, parce que le terme crise, en japonais, ça veut dire opportunité. Voilà.
eh bien, c'est dans ces périodes de crise qu'il faut savoir se réinventer, trouver des solutions, et on est là justement pour en apporter aujourd'hui. Alors justement, tu parlais de désalcoolisation. Donc, comment aujourd'hui les domaines viticoles se comportent face à la demande des consommateurs et quelles sont les opportunités pour eux vers ce qu'on appellerait la désalcoolisation totale ou partielle Alors en fait, aujourd'hui, on est sur un... Sauf qui peut, il faut sauver le soldat vigneron. On s'engouffre dans la brèche pour proposer de la désalcoolisation. C'est un fait, il y a tout un tas ou un panel de techniques ou de technologies qui s'offrent aux vignerons pour désalcooliser. Mais avant toute chose, c'est à qui je dois m'adresser, à qui je vais le vendre ce produit-là. Est-ce que je suis réellement convaincu de ce que je propose ou est-ce que je subis le changement et en fait c'est une stratégie par défaut? Je tiens à le dire, si c'est une stratégie par défaut, c'est déjà bancal. Il faut partir sur une stratégie de succès. Il y a des choses qui marchent très bien. J'étais à la journée de Lyon des œnologues, j'ai eu l'occasion de goûter des vins sans alcool qui étaient extraordinaires. Moi, je crois beaucoup à la désalcoolisation partielle. Là également, il y a différentes technologies. Et puis chez nous, les laboratoires du Jardin Salleron, effectivement, on travaille effectivement sur la désalcoolisation, mais là n'est pas le sujet actuellement. Alors, quels investissements? On va passer sur la partie internalisation des analyses, que je sais te tient particulièrement à cœur. Donc, est-ce que ça demande un investissement technologique particulier pour analyser les vins en interne? En fait, je serais tenté de dire le meilleur des investissements, c'est d'investir sur soi déjà. Est-ce que j'ai envie de monter en compétences? Est-ce que j'ai envie de faire monter en compétences mes équipes? Moi, ce que j'observe, c'est qu'aujourd'hui, au sein des structures, quels que soient les métiers, on n'arrive pas à garder les gens au sein des boîtes parce qu'en fait, ils sont cantonnés à faire toujours la même tâche. Mais si on les fait monter en compétences, on leur dit, bah, tiens, tu vas demain être formé pour pouvoir assurer la qualité de la production par le suivi analytique. Alors comme ça, si je vous le dis comme ça, vous dites, bah oui, mais on ne transforme pas les gens en laboratoire. Heureusement, on ne transforme pas les gens en laboratoire. Et heureusement, on ne veut pas remplacer les laboratoires. Mais assurer les paramètres santé du vin, c'est-à-dire l'acidité volatile, c'est-à-dire l'oxygène dissous, c'est-à-dire les sulfites, à la propriété, eh bien, c'est à la portée de chacun. Alors, que gagne un vigneron sur le plan réactivité, sur le plan performance, d'intégrer Alors, c'est avant tout une solution de confort, puisque déjà, imaginez bien, auparavant, le vigneron, il faisait son vin, il le vendait à la propriété, tout se passait bien. Aujourd'hui, il doit être présent sur les salons. Aujourd'hui, il doit être à la vigne, à la cave, gérer de la paperasse. Tu as dû entendre aussi cet adage. Mais on croule sous la paperasse administrative. Et bien justement, cette polyvalence de tâches, elle demande de raisonner stratégie. À qui je dois ou je peux finalement confier mes analyses au sein de ma structure. Et la Covid nous l'a appris ça. Si le savoir était détenu dans une seule et unique personne au sein d'une structure, à la personne malade, comment on fait? Comment on fait suivre? C'est pour ça qu'aujourd'hui, chez Dujardin, on propose des équipements intuitifs, ou que ce soit vous ou du personnel saisonnier, puisqu'il y en a de plus en plus au sein des structures, eh bien les gens puissent utiliser les appareils. Alors, parlons finance, mais il y a peut-être un obstacle financier. Alors, oui, il y a souvent, on revient toujours sur l'aspect financier. Je prends l'exemple d'une propriété de 40 hectares, avec le suivi analytique, on est sur une enveloppe entre 12 et 15 000 euros. Voilà. Si je fais sous-traiter. Voilà. Il faut savoir que le matériel de laboratoire, il est finançable avec les aides, notamment France Agrimaire. Sur certaines structures comme la Corse, on va avoir d'autres aides, comme l'Audarc. On peut avoir aussi le crédit d'impôt. En fait, finalement, on peut être facilement aidé. Et puis, je vous ai parlé également tout à l'heure de la propriété qui faisait du whisky. Ben là, on rentre dans le crédit d'impôt innovation. Donc, finalement, quand on cherche solution, on en trouve des solutions. Tu parlais de 40 hectares, mais si j'ai 15 hectares, c'est jouable? Si j'ai 15 hectares, aujourd'hui, je peux internaliser le dosage du SO2 et amortir mon équipement en l'espace d'1 an et demi. Alors, pour finir, j'aimerais savoir, on n'avait pas prévu d'en parler, mais je voudrais que, à ton avis sur la digitalisation et peut-être l'arrivée de l'intelligence artificielle, est-ce que tu vois un avenir Vraiment, je te remercie pour cette question-là parce que Dujardin Salleron a passé un cap sur ces dernières années avec la création d'un bureau d'études. Et au sein de ce bureau d'études, en fait, on conçoit nos propres logiciels pour nos équipements, pour ne pas être dépendant, par exemple, des pays asiatiques. On conçoit
nos propres programmes électroniques. Et donc, l'appareil, le L-Distill, qui est disponible sur notre stand, c'est une unité pilote de distillation et qui est pilotable via notamment un automate. Et demain, on pourra rentrer une recette et l'appareil pourra fonctionner 24 heures sur 24. Voilà. Et ça, c'est très intéressant parce que le savoir n'est pas détenu dans une seule personne. Je le dis parce qu'en fait, ce n'est pas parce que je suis zénologue, finalement, que je dois être la seule personne au sein d'une structure à détenir le savoir. Sur des paramètres clés, c'est normal, l'énologue, c'est comme le toubib, c'est lui qui doit garder la main, mais je dirais, il faut savoir partager les tâches. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Antoine.